Bonjour à toutes et à tous, apprentis hackeuses et apprentis hackers. Alors, en cette rentrée, je propose de faire une machine TryHackMe hard, puisque d'ailleurs je crois que c'est la première machine TryHackMe qu'on fait complètement, puisque jusqu'à présent il me semble que sur TryHackMe on avait uniquement fait des exercices proposés. Mais avant d'entamer cette machine, je vais faire un petit point frime sur les classements, puisqu'en fait ça fait un an ou deux que je suis donc entre première et troisième place française. Et du coup, ça faisait quelques mois que j'étais troisième, et là je suis content parce que j'ai enfin quitté la troisième place pour remonter sur la seconde place, si je dis pas de bêtises, si ça n'a pas changé aujourd'hui. Donc si je vais sur le classement français, évidemment si il veut absolument mettre le classement US, ça va pas le faire. Et ils sont pas si loin que ça. On est quand même sixième en France, on n'est pas super bien classé sur Hack the Box. Et donc sur ce classement français, voilà, je suis passé second, donc je suis assez content, même si la première place est assez loin devant moi en ce moment. Mais du coup, ouais, Hack the Box, donc c'est un classement secondaire, enfin en tout cas pour moi, puisque moi mon objectif c'est plutôt le classement de Witchal. Et pourquoi le classement de Witchal? Parce que c'est un classement qui prend en compte tous les sites, la plupart des sites existants de challenge, on voit là à droite là, donc Hack the Box, RootMe et tout, Co. Et là-dessus je suis 21ème international, mais en français je suis 4ème, parce qu'on est beaucoup bien meilleur sur ce classement que sur le classement Hack the Box au niveau français. Mais bon, voilà pour un petit point classement en cette rentrée 2022. Et donc, allons-y pour la machine TryHackMe qui s'appelle Seasurfer. Alors Seasurfer, j'ai choisi aussi parce qu'elle a une privesque, j'allais dire, qu'on dit en français, une façon d'escalader ses privilèges que je trouve intéressante. Donc on récupère l'IP qui est donc 10.10 et je vais faire le scan and map puisque pour une fois je l'ai pas fait en amont. Donc je vais sur ma Kali et je lance, j'ai monté le VPN évidemment, pareil que quand on fait une machine Hack the Box, on monte le VPN avec la cible puisque c'est une simulation, la machine n'est pas accessible en frontal sur internet, il faut être sur le réseau TryHackMe pour pouvoir taper la machine. Donc il y a des moments où je vais passer un peu vite parce que comme elle est hard, il y a pas mal de choses et je vais plus rester longtemps sur les parties qui me semblent plus intéressantes selon moi. Donc on voit port 22 ouvert et 80 ouvert, assez classique. Donc à partir de là, qu'est-ce qu'on va creuser? Donc si on se connecte en direct sur le port 80, qui est en général la première étape sur la machine, on tombe sur la page par défaut, donc rien de passionnant. Si on fait du Tierbuster, normalement on va rien trouver de ouf si on prend la liste common. Par contre, ce qui est intéressant, c'est si on regarde dans Burp les flux. Donc on voit ici quand j'ai fait mon get. Dans la réponse, on voit une chose intéressante qui est seasurfer.thm. Donc on a le nom d'hôte de la machine. Donc il ne nous reste plus qu'à la configurer. On va le faire en bas à gauche. Dans etc host, pour lui dire que cette machine seasurfer.thm correspond à l'IP qu'on a vu. Du coup, mon mot de passe, c'est ça. Alors on voit ici que j'ai déjà mis la ligne puisque j'ai déjà fait la machine, mais ça pour l'instant on ne le connaît pas, donc je l'enlève. Ça on vient de le découvrir, et ça du coup ça doit pas être la bonne IP puisque à l'époque où j'avais fait la machine, j'avais pas la même IP cible. Sur TryHackMe, à chaque lancement d'instance, l'IP cible change. Voilà, donc maintenant que j'ai configuré ça,
maintenant que j'ai configuré ça, on va pouvoir essayer d'accéder à la machine avec ce nom qu'on vient de configurer, donc syssurfer.thm. Est-ce que ça change quelque chose à l'accès? Ça renvoie sur DuckDuckGo. Si je tape en direct, j'aurais pu faire il y a 6 mois là. Voilà, c'est mieux. Donc tout simplement le serveur utilisait le nom d'hôte pour renvoyer sur le site. Et donc on tombe sur un site de surfeur. Pas de surfeur d'internet, mais de surfeur de la mer, sur la mer. Donc si on regarde rapidement dans le About, il y a 3 noms de personnes, donc c'est intéressant pour des noms d'utilisateurs, et surtout le calking, puisqu'il est sysadmin, donc il a des droits plus intéressants pour une personne malveillante que les autres. On pourrait faire un WScan, puisqu'on voit rapidement que c'est du WordPress, vu qu'on voit ici WP Content, WP Include, etc., qui sont pour WP pour WordPress. Mais sur cette cible-là, ça serait un didn, puisque ça trouverait rien de passionnant. Par contre, si on fait un GoBuster, mais assez full, c'est-à-dire on va pas prendre la liste common, mais on va prendre la liste Setlist Discovery Web Content Big, donc assez grosse, et on va le balancer. Et comme elle est assez grosse, on reviendra dessus plus tard, pour voir si elle trouve quelque chose d'intéressant. Ensuite, si on continue de se promener sur le site web, sur le blog là, on a donc différents articles, évidemment on est censé essayer de tous les regarder le plus en détail, mais l'article news est plus intéressant que les autres. Pourquoi? Parce que on a un commentaire de Brandon qui nous dit blablabla, et il donne un sous-domaine, mais avec une faute de frappe. On se doute bien que c'est pas internal, enfin en tout cas on peut essayer, mais c'est probablement plus internal, et c'est comme ça qu'on sait qu'il faut mettre dans le sudo, enfin ce qu'on a fait tout à l'heure, un internal syssurfer. Internal syssurfer, et si j'essaye d'aller sur internal syssurfer.thm, je vais mettre le HTTP devant, sinon il va balancer sur DuckDuckGo, on tombe sur une autre interface Customer Name. Et aussi, je viens de voir qu'ici, le GoBuster qu'on a lancé tout à l'heure trouve la chose qui est intéressante, c'est le slash adminer. Si on va dessus, merde, avec un seul slash, sinon ça va pas le faire. Voilà, on tombe sur une instance de adminer. Alors, adminer ou adminer, un souvenir français, je sais pas trop comment ça se prononce, c'est selon Wikipédia, une application web offrant une interface graphique pour plusieurs systèmes de gestion de bases de données. MySQL, SQLite, PostgreSQL, Oracle, etc. Tout ça est réalisé en PHP et distribué sous licence Apache. Donc ça c'est un soft qu'on voit quand même assez souvent déployé, et donc qui est ça arrive sur des cibles d'avoir ça. On a même la version. Mais pour l'instant, on va pas plus creuser cette partie-là. On va plutôt revenir sur la partie internal syssurfer qu'on avait vue ici. Donc, si on clique sur les boutons, on voit qu'il faut remplir ce champ. Très bien, je remplis ce champ. Je fais create. Et donc, il y a une moulinette qui tourne. Et ça nous génère un PDF. Donc voilà, c'est intéressant. Sachant que d'expérience, ou si vous lisez un peu les articles sur les générateurs de PDF, d'un point de vue hacking, ils sont assez fréquemment faillibles. Et notamment, une des failles qui revient très souvent sur les générateurs de PDF, c'est tout ce qui est XSS et SSRF. Pourquoi? Parce que en fait, si on entre dans un des champs qui va générer le PDF derrière du code JavaScript, souvent le produit qui génère le PDF va oublier de parser ça de manière sûre et sécurisée, et va exécuter le code JavaScript, mais côté serveur. Donc, qui dit exécution de code JavaScript côté serveur dit SSRF en général. Pourquoi? Parce que du coup on peut envoyer des requêtes depuis le serveur vers ailleurs. Donc pour tenter de faire ça, enfin déjà voir si le générateur de PDF est faillible
à cette injection de code JavaScript, on va mettre le code JavaScript suivant. Donc normalement on le met sur tous les champs pour trouver quel est le champ intéressant, mais là pour gagner du temps je mets directement dans le champ qui est intéressant, qui est le champ additional comment. Et donc le code est tout bête, hein, je mets une inclusion d'image, et quand on charge l'image qui a une erreur, il va écrire 1337 lit. On lance la génération du PDF et on voit, parfait, l'injection de code JavaScript fonctionne, puisque au lieu d'afficher le beau PDF, il écrit le 1337 qui était donc dans le code JavaScript injecté dans le champ additional comment. Bien, à partir de là, on peut essayer de voir si le serveur peut envoyer des requêtes chez nous, parce que du coup ça permettrait de faire des choses intéressantes. Donc on va mettre en écoute, peu importe, on va mettre 1, 2, 3, 4, un net 4, et on va essayer d'injecter, alors du coup il faut que je récupère mon IP, on va le faire ici, mon IP dans le VPN évidemment, sinon la machine n'y aura pas accès, en tout cas probablement pas, parce qu'elle doit avoir des règles de filtrage sortantes. Et du coup je reviens ici, et je vais ce coup-ci faire, au lieu de injecter une image, je vais plutôt mettre une iframe, et dans l'iframe, je lui dis d'aller taper une iframe qui est hébergée, comme par hasard, sur mon IP à moi. Donc sur le port 1, 2, 3, 4, on s'en fout un peu de la suite, normalement ça doit passer. On voit que ça affiche rien de spécial, mais on voit que ça reçoit rien de spécial. What the fuck, j'ai raté un truc. 1, 2, 3, 4. Qu'est-ce que j'ai eu 1, 2, 3, 4, 18 et 132, 27, c'est bon. Ah ouais, les 2 points là, je pense qu'il a pas aimé. Faut mettre une vraie URL quand même, même si sur la suite je ferme pas le quote, double quote. Je pense qu'en le fermant ça passe aussi en vrai. Il faudrait essayer. Alors, c'est vrai que c'est bien lent ces générations de PDF. C'est bien lent. Ah bah remarque, oui c'est bien lent, mais on a déjà la requête, donc on voit bien que l'inclusion de code JavaScript côté au moment de la génération du PDF est exécutée côté serveur, et donc le serveur va taper ma machine attaquante. Et donc dans la vraie vie on pourrait essayer un paquet de choses. Comme il est probable, enfin en fait même sur les machines ça pourrait le faire aussi. Bon, en tout cas là pour gagner du temps je prends directement la bonne piste, et ici la bonne piste ça va être d'afficher des fichiers locaux. Mais pour afficher des fichiers locaux c'est pas si simple que ça, la machine n'est pas hard pour rien, pas de difficulté dure pour rien, parce que normalement à cette étape là on mouline un peu avant de trouver la solution. Alors en fait la solution elle va venir, si vous regardez les métadonnées du user agent là, vous voyez WK HTML top D, et ça en fait c'est un soft qui génère du PDF. Et en fait si on regarde, je vais regarder ça par exemple, on va le faire ici, si on va si on fait des recherches internet et qu'on tombe là-dessus, on voit qu'il y a effectivement une SSRF sur la version, sur une version de ce soft, avec un POC, tout ça, c'était en 2017. Si on creuse en regardant les notes de release, on voit que c'était laquelle? On voit qu'il y a une note de release qui nous indique que
ça bloque l'accès par défaut au signe de fichier local. Donc en gros, la SSRF de lecture de fichiers locaux n'est plus valable depuis la version 0.12.16. Donc la question c'est, est-ce que la cible est en version 0.12.16? Si oui, on est un peu dans le caca. Donc pour connaître la version, une des solutions c'est, on revient ici, on met une payload normale, en vrai on met pas de payload, on crée le PDF, si ça veut bien. C'est bien, ces générations de PDF font des petites pauses dans la vidéo. Voilà, et une fois qu'il est généré, je l'enregistre sur mon disque dur. Bim. Et je vais sur un shell, ici par exemple, et j'affiche par exemple avec ExifTool les métadonnées de ce PDF. Et dans les métadonnées, on voit que c'est, comme par hasard, la version de WK-HTML to PDF vulnérable, qui ne va pas nous empêcher de faire l'exploitation de la SSRF qui permet de lire des fichiers en local. Donc exploitons cette faille, cette vulnérabilité. Donc pour cela, on va avoir besoin de plusieurs choses. On va avoir besoin d'un fichier PHP qui va rediriger vers le localhost, donc la machine locale, pour pouvoir afficher des fichiers locaux. Donc allons-y, créons ce fichier PHP, on va faire genre un répertoire www, et on va mettre mousepad, on va l'appeler lisbeth.php, et on colle ça, donc un code assez simple qui fait que je regarde en local, je fais une location, donc je renvoie la direction de la requête HTML vers le paramètre qui sera spécifié sur la requête. Et de quelle requête on parle? De la requête qu'on va injecter au sein de du SSRF présent dans la génération de PDF. Pas super simple à expliquer cette vulnérabilité, mais si vous voulez plus de détails, n'hésitez pas à aller sur le site du créateur de la machine qui détaille un peu mieux cette vulnérabilité. Donc, une fois qu'on a fait ça, on a besoin évidemment d'un serveur pour renvoyer la requête sur notre fichier PHP. Donc pour cela, on va faire un php-s normalement. Je vais chercher la commande, je pense qu'on peut le faire sur le port 80 direct et c'est même mieux. Et ça passe. Ok. Et donc, quelle est la requête qu'on va émettre depuis le serveur dans l'injection du PDF? On va, comme tout à l'heure, faire un iframe, mais ce coup-ci, on va donc, comme tout à l'heure, taper ma machine attaquante, puisque je veux qu'il tape ce serveur en écoute PHP. Du coup, on va récupérer l'IP de ma machine. Donc ce coup-ci sur le port 80, je change pas le port en 1, 2, 3, 4. Donc je veux qu'il tape la page que je viens d'héberger, c'est-à-dire lisbeth.php. Ça c'est bon. Et donc je lui mets un paramètre P, puisque comme on a vu dans le code que j'ai mis dans ce fichier lisbeth.php, ça va renvoyer un location vers le paramètre P. Ce paramètre P, on va mettre quoi? On va mettre un etc password, comme d'habitude, pour tester une LFI. Donc ici, ça va être une LFI via une SSRF, via une XSS, si on résume.
Je tente ça, voyons si ça passe, ou si j'ai fait une erreur quelque part. Donc normalement, ouais, lui je sais plus si il est verbeux quand il reçoit une requête. On va mettre ça à gauche, comme ça on verra en temps réel si le serveur PHP se bouge. J'ai pas l'impression. Iframe hate source 18 machin, ça me paraît bon. 10bed.php, ça me paraît bon. Est-ce que j'ai mis le bon nombre de slash? 1, 2, 3, 4. Ah, en tout cas, on a bien une requête ici. Je me demande par contre si j'ai pas mis un slash de trop là. Parce qu'en gros, il faut le 2 slash du file et puis après juste le slash du etc password. Donc, je pense qu'il y en a un en trop. Ah, ça passe quand même. Ok, cool. Donc on voit qu'on a pu afficher un fichier local, ici le etc password. Parfait, parfait. Donc j'avance et qu'est-ce qu'il y a comme fichier intéressant qu'on pourrait afficher sur la machine? Ça, normalement, assez rapidement, il y a un réflexe qui vous vient, c'est comme c'est du WordPress, autant afficher le contenu de la configuration de la base WordPress, surtout qu'on a vu qu'on avait une invite de commande sur Adminer ici, donc ça serait bien d'avoir le login mot de passe pour se connecter sur cette invite. Donc refaisons la même manip qu'on vient de faire ici, mais au lieu d'afficher etc password, j'affiche le fichier contenant la configuration de la base de données WordPress, qui est par défaut dans vous voyez tout d'un coup, var www WordPress wp config.php. Je balance. Donc je vais me taper un peu de traitement post-vidéo pour vous cacher les logins mots de passe pour éviter que ce soit trop simple pour une personne de cheater. Alors qu'en vrai, de toute façon, c'est pas beaucoup plus long de suivre simplement le write-up si on veut récupérer le flag. Et donc une fois qu'on aura, enfin si on est arrivé à avoir accès, après, qu'est-ce qui serait possiblement intéressant de récupérer dans cette base de données? En général, ce qui est intéressant sur les bases de données WordPress, c'est les utilisateurs simplement WordPress, surtout les utilisateurs qui ont des droits d'admin. Et donc, normalement, sur WordPress, c'est voilà. C'est pas si simple, enfin dans le sens où on ne devrait pas avoir le mot de passe en clair. Donc en tout cas là on a bien le nom de la base de données WordPress, ça on aurait pu deviner. Non, c'est pas là, c'est là. Le nom d'utilisateur ici et le mot de passe. Ici, est-ce que ça passe? Parfait, ça roule. Donc maintenant qu'on a accès via Adminer, à la base de données WordPress, je vais sur ce que je disais, le WP User qui nous intéresse, et je vais sur un Select Data, et on voit que là c'est pas dur, il y en a qu'un, c'est Kyle, ça nous rappelle d'ailleurs qu'on a sur le blog qu'on a vu au début, c'est lui le sysadmin, et on voit son condensat de mots de passe, donc on peut pas l'utiliser tel quel. Donc ce condensat de mots de passe, je vais l'écrire dans un fichier en faisant je vais plutôt faire un mousepad, on va appeler ça, je sais pas, Kyle wp pour WordPress h, je colle, je ferme. Ensuite on fait un John, bon la classique on l'a fait plein de fois sur Acksize. J'utilise aussi une wordlist classique puisque c'est la wordlist Rockcube.
et donc je balance Kyle.h. On n'y voit pas grand chose. Qu'est-ce qu'il me raconte? Il est pas ok. C'est en grand. Je suis pas fan de John, hein. Moi je préfère H4, je trouve que John il est pas super parlant. Il a réussi là ou pas? Il faut peut-être que je mette le fichier. Ah oui, il avait déjà réussi. Bah, sûrement parce qu'il avait en cache d'avant. Donc on trouve le mot de passe de comment il s'appelle, de Kyle. Donc parfait, parfait, allons-y. Allons-y, donc le mot de passe de Kyle, ah oui, on l'utilise où? Bah sur WordPress. Alors WordPress par défaut, si vous ne connaissez pas, c'est normalement WP Login. Non, merde, c'était pas WP Login. Zut, c'est comment déjà la page d'attente sur WordPress? Là on va avoir besoin d'une recherche Google. Login WordPress. DuckDuckGo, hein, ça marche aussi bien. Ah ouais, WP Login c'est la fonction. Et sinon, la page d'authentification, c'est pourtant c'est ça. Ah ouais, .php peut-être. Ah, c'est mieux. Ok, donc là on a listé Kyle. Je mets le mot de passe qu'on vient de déchiffrer à l'aide de John et qu'on a récupéré dans la base de données à laquelle on avait accès. Je traîne pas parce que, bon, déjà pour pas faire une vidéo trop longue et aussi parce que sur Try Acme on a une limite, il ne reste plus que 23 minutes. Ça va être chaud, ça va être chaud. Ok, donc à partir de là, classique, une fois qu'on a un accès admin sur un WordPress, eh ben on peut se faire mettre son code PHP et du coup ça permet d'exécuter du code et d'avoir un reverse shell. On l'a déjà fait je pense, donc je détaille pas, je vais dans Appearance, Theme File Editor, I understand. Pour être un chouïa plus discret, on va le faire sur le template du 404, qui est donc le template affiché quand on va sur une page qui n'existe pas. Je vais prendre un web shell classique, user share web shell php php reverse, voilà. On va l'appeler lisbeth rev.php, mousepad lisbeth rev, et on va faire un if config. On va le faire où? On va le faire là. Pour que le reverse shell tape la machine attaquante. On va laisser le port 1, 2, 3, 4, surtout qu'on a déjà vu que il était possible de recevoir des requêtes sur ce port là. LDP 1, 2, 3, 4, parfait. Donc, ouais, remarque, j'aurais pu garder ouvert, je suis bête. Parce qu'en fait, je copie-colle tout ça à la sauvage. Dans la vraie vie, on essaierait d'être un peu plus discret, mais bon. Et je fais update. Et donc, il me reste plus qu'à aller sur une page qui n'existe pas pour générer le 404. Et normalement, ça on peut le fermer. Normalement, voilà, on a récupéré un reverse shell. Si je fais un witch Python 3 pour voir s'il y a bien Python installé, c'est le cas. Je stabilise le shell avec la fameuse commande import pty.spawn /bin/bash, tac tac boom. Ok, on a un shell en www.data, voilà une bonne chose, mais en tant que www.data, on n'a pas accès à grand chose. Et si on fouille un peu dans les choses auxquelles on a accès à var www, on a le fameux internal. Dans ce internal, il y a un maintenance qui est intéressant, et dans ce maintenance, il y a un backup.sh qui est intéressant. Pourquoi il est intéressant? Je sais plus si on l'a déjà fait sur ArcSize, je crois que non. C'est qu'en fait, il y a
Bon déjà on voit que Brandon s'est plaint et qu'en gros il tourne toutes les minutes, donc bon là c'est un petit tips de l'auteur pour nous dire que c'est la bonne piste. Donc ce script est exécuté toutes les minutes, et donc on voit que ce script il fait un backup mais avec une étoile, et là le wildcard on peut l'exploiter. On peut l'exploiter comment? En créant des noms de fichiers qui seront interprétés comme des paramètres de commande. Faisons ça de ce pas. Donc on voit qu'il faut aller dans le backup invoice, puisque c'est là que ce sera fait la backup. Ok. Et donc bon là il y a plusieurs possibilités. En termes de code, on va mettre un reverse shell en Python. Bon, pourquoi pas. On va plus faire autre chose. Jusqu'à la fin, je ferai un ifconfig parce que j'arrive jamais à mémoriser mon IP attaquante. Et on va mettre ça sur le port lit. Pourquoi pas non plus. Il faut bien choisir un port. Et tout ça, on va l'envoyer. Tout ça, on va l'envoyer, cette longue commande, dans un fichier qu'on va appeler lisbeth.sh. Ok, donc ça c'est la payload qu'on veut exécuter. Comment faire pour que cette payload soit exécutée par la tâche planifiée qui s'exécute toutes les minutes? Eh bien simplement en créant un fichier qui s'appelle checkpoint action, parce que pourquoi on l'appelle comme ça? Parce que en fait du coup ça va être avec l'étoile passé en argument, et l'argument de tar avec un checkpoint 1, en gros si on fait un ls on voit que ça va faire ça va passer en argument, et ces arguments là sur un tar, et ben ça fait j'aurais peut-être dû faire vite qu'on écoute, parce qu'il faut quand même attendre une minute, parfait, c'est rapide. Ça fait que c'est exécuté, et donc notre reverse shell Python est exécuté, on se retrouve avec les droits de Kyle. Je refais la même manip que tout à l'heure pour pas perdre le shell, enfin pour stabiliser on va dire le shell. Parfait. Donc nous sommes arrivés avec les droits de Kyle via une injection, via un wildcard. Super, et là je crois du coup qu'on a accès au premier flag, si je dis pas de bêtises, qui doit être dans le slash d'ailleurs. Ouais, j'aurais pu faire un -c pour montrer qu'il est pas vide. Ok. Bon, maintenant, seconde étape, et pour la seconde étape, devenir route, il nous reste combien de temps? Il nous reste 18 minutes. Allez, on va y arriver. Donc, une fois qu'on est là, donc là il y a deux méthodes. Et la méthode que j'ai trouvée chouette, enfin qui me paraît en tout cas plus simple, c'est la méthode qui est liée à PAM. Alors en fait, pour la trouver c'est pas forcément évident, puisque les scripts d'énumération n'ont pas forcément fouillé là-dedans, je sais plus en vrai. Mais si on regarde la configuration de PAM, du sudo dans PAM, on voit que la clé suffit. Alors bon, déjà, il faut que j'explique rapidement ce que c'est PAM. Donc PAM, c'est pour Pluggable Authentication Modules, en français, module d'authentification enfichable. Et donc c'est un mécanisme qui permet d'intégrer différents schémas d'authentification de bas niveau dans une API de haut niveau. Du coup, ça permet de rendre indépendant le logiciel vis-à-vis du schéma d'authentification. Bon, c'est marrant parce que du coup, ça me rappelle une époque où j'étais côté défensif et que je paramétrais ces PAM pour un client qui utilisait ça pour son authentification Linux. Bref, et du coup là la faille, qui est donc pas la solution attendue par l'auteur de la machine, mais apparemment sur l'article de l'auteur de la machine, il dit qu'il l'a laissé parce qu'il trouvait que c'était pas facile à trouver comme privesque et que c'était intéressant, donc je suis assez d'accord avec lui. Et du coup en fait, la deuxième chose qu'il faut voir ici, c'est que si on fait un PS AUX, en vrai on va pas y voir grand chose, donc ce que je propose de faire, on va se créer un accès SSH en tant que Kyle, ça va être plus propre. Donc SSH keygen, on va appeler ça Lisbeth RSA, en vrai j'aurais pu mettre Kyle. Ok, on va dans, est-ce qu'il existe, tirer là,
il existe .ssh, et on va mettre echo. Donc je viens de créer un lisbeth-rsa.pub. Voilà, c'est un peu sale, hein. C'est un peu sale, mais on va dire que ça passe. Et donc j'ajoute cette clé publique que je viens de créer à la fin du fichier authorized case. Et normalement c'est suffisant pour se connecter avec donc la fameuse clé qu'on vient de créer, Lisbeth RSA, en tant que Kyle sur la cible dont l'IP est nulle part, zut. Il faut remonter loin pour retrouver l'IP. Elle est là, hop. Yes, I'm sure. Cool. Donc pourquoi j'ai fait ça, c'est simplement parce que quand on fait un PSOX, on y voit mieux. Voilà. Et donc, outre le fait que PAM est configuré pour autoriser les clés SSH en ligne, le deuxième élément qui fait que c'est intéressant pour la Privesc, c'est qu'il y a une session qui tourne en tant que Kyle. Alors je vais faire un grep peut-être pour qu'on y voit mieux parce qu'il y a trop de choses. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais faire un grep sur Kyle, je sais pas s'il va aimer add PTS. Ouais, donc on voit qu'il y a du SSHD qui tourne avec Kyle PTS, et la deuxième chose qu'on voit, c'est que si je fais grep sudo, on voit qu'il y a un process qui tourne, en plus avec une boucle infinie, donc ça c'est pas super réaliste. Mais en gros, ce qui est réaliste, c'est que souvent quand on est en mission, bah, c'est sur des serveurs de prod, même de dev d'ailleurs, et donc sur ces serveurs, il y a des vrais admins qui sont connectés en même temps que nous, pendant qu'on fait des tests d'intrusion. Et du coup, bah là, ça veut dire que le Kyle, il est connecté et qu'il a fait un sudo via sa session SSH. Et comme si on creuse donc man, donc n'hésitez pas à faire un man, pardon, si on creuse le PAM, n'hésitez pas à faire un man PAM et de lire toute la doc de PAM, et vous verrez que c'est en fait exploitable assez simplement puisque ça se base uniquement sur une variable d'environnement. Donc en fait, on va d'abord avoir besoin d'une information, c'est de récupérer le nom de la session. Donc si on va sur /tmp, on voit qu'il y a deux sessions SSH, celle-ci et celle-ci. Alors comment savoir laquelle est la bonne? Ben, c'est simple, si on essaye de rentrer dans la première, ça passe. Et si on essaie d'entrer dans la seconde, ça passe pas. Donc forcément, vu que on essaie d'hijacker la session SSH de Kyle, ben, c'est qu'il y a accès, donc c'est forcément celle-ci. Si on en avait plus, ça aurait été plus compliqué. Mais là, il n'y en a qu'une, donc ça restreint le champ des possibles. Et il ne nous reste plus qu'à faire un truc tout bête, c'est export, configurer la fameuse variable d'environnement en question qui est SSH auth, pardon, je vais mettre proxy. Et donc de configurer cette variable par la session qu'on veut hijacker, donc dans laquelle on veut tomber, qui est celle-ci. Il faut mettre le nom agent. Voilà. Je fais un petit ssh-add -l pour ajouter je sais plus ce que ça fait cette commande, ssh-add, on ajoute quoi là? La clé pour s'authentifier à travers l'agent. Ok. Et donc si je fais un sudo -l, on voit que maintenant, vu qu'il est la configuration sudo que le permet, hein, c'est pas une configuration sudo standard, bah là ça devrait passer, on aura tous les droits en tant que Kyle, donc il n'y a plus qu'à faire un sudo-s, et là on voit qu'on tombe route, donc chaque émat, on a routé la machine hard de Triacme. Pardon. Tac, tester. Cool. Et on l'a fait en moins d'une heure, puisqu'il nous reste encore 11 minutes. On est large, on est large. Du coup, si vous êtes intéressé par l'autre méthode de Privesc, qui était la méthode attendue, qui est un peu plus complexe que ça, et je dirais même que moi j'ai pas réussi à l'exploiter avec la méthode attendue, bah, n'hésitez pas à regarder l'article de la hackeuse qui illustre cette vidéo, qui s'appelle Eliana Canella, une italienne. Et donc dans son article, donc ça c'est l'article pardon du créateur de la machine, qui est pas mal du tout non plus, puisque vous avez des détails sur ce que j'ai utilisé.
Et ça, je le mettrai de toute façon en commentaire sous la vidéo, c'est l'article de la hackeuse italienne, Eliana, qui donc utilise l'autre méthode de Privesc, à la fin, tac 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 tac, qui donc se base sur GDB, voilà Privesc, et sur du ptrace à travers GDB. Voilà, donc n'hésitez pas à approfondir cette machine qui est fort intéressante, je trouve. Voilà, qu'est-ce qu'il me reste à dire. Alors, d'un point de vue bootteam, qu'est-ce qui explique qu'on a pu poner la machine, et qu'est-ce qu'il faudrait faire pour que ce soit plus possible. Alors du coup, comme elle est assez hard, il y a pas mal d'éléments. Je dirais le premier, c'est fait quoi au début, WordPress, donc ouais, faire attention aux informations qu'on met sur le site de WordPress. Le AdMiner, je pense que c'est pas utile, enfin s'il n'y a pas besoin, ne l'exposez pas sur internet, l'autant via AdMiner. Donc après, donc la génération de PDF, s'il avait patché le PWK HTML to PDF, et ben ce serait plus exploitable. À partir de là, et puis donc la comptable, la tâche planifiée qui avait le wildcard injection, donc faire très attention sur les comptables qui tournent, de pas avoir de paramètres injectables dans son script. Et puis pour la Privesc, en tout cas sur la méthode de Privesc que nous on a utilisé, faire attention au PAM, donc à la configuration du PAM et à la possibilité d'hijacker des sessions SSH si c'est mal configuré. Voilà pour cette vidéo, n'hésitez pas à laisser des commentaires, et puis il ne me reste plus qu'à vous dire à la fois prochaine pour faire un pas de plus vers le niveau hacking de Lisbeth Salander.